Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver dans ce programme e-learning sur la communication et l'évangélisation. Découvrons aujourd'hui combien notre corps, nos attitudes parlent plus que nos paroles. Quelqu'un a dit « Nous sommes d'abord vus, puis entendus, puis seulement compris ». Lie to me. C'est une série télévisée américaine créée par Samuel Baum d'après les découvertes scientifiques sur le langage non-verbal du docteur en psychologie clinique nommé Paul Ekman. Et dans cette série, le docteur Cole Lightman, psychologue qui est un expert en détection de mensonges par l'analyse de micro-expressions, vend les services de son équipe au service de l'État américain pour aider à résoudre des enquêtes criminelles et civiles particulièrement difficiles à analyser. Paul Ekman a quant à lui conçu la liste des émotions de base à partir d'une recherche transculturelle sur une tribu de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il a observé que des personnes isolées du monde ayant une culture dite primitive peuvent identifier sur des photographies tout simplement les expressions du visage de personnes dont les cultures sont inconnues. Sur cette simple preuve, il en a conclu que certaines émotions de base ont été ou biologiques ou universelles à tous les hommes. Alors c'est en 1972 qu'il a pu définir ainsi toute une liste des émotions de base. Par exemple, la tristesse, c'est commun à toutes les tribus, à tous les peuples. La joie, la colère, la peur, le dégoût, ou alors la surprise. Toutefois, dans les années 50, Ekman va élargir sa liste d'émotions de base à 15. Une micro-expression est une expression faciale brève et involontaire que le visage humain exprime selon la manière dont les émotions sont vécues à l'intérieur. À la différence des expressions faciales, il est très difficile de feindre ou en tout cas d'imiter une micro-expression. Je peux imiter la joie, la peur, mais une micro-expression, ça n'est pas possible. Celles-ci peuvent se produire en un temps tellement court, de l'ordre, écoutez-moi bien, de 1/25e de seconde. La communication non verbale est importante. Elle est définie par Martin Winkler, un médecin français, comme le fait d'envoyer et de recevoir des messages sans passer par la parole, mais au moyen des expressions du visage, des postures, des gestes, des bruits divers. Les choix vestimentaires, la coiffure, la position du corps, le maquillage, les mimiques sont tous des éléments de communication non verbale. La forme d'une intervention est aussi importante que le fond. Selon certaines études, le langage corporel et la diction comptent pour 63 à 90% dans l'impression que l'on donne au public, à ceux qui nous écoutent. Il faut donc soigner notre posture, nos expressions pour envoyer un bon message. La singularité. La manière de parler est propre à chaque individu. Elle est la conséquence de ce que nous sommes au plus profond. Et ce que nous avons à communiquer s'exprime non seulement par la parole, mais aussi par notre attitude corporelle. Ainsi, il est possible d'améliorer l'impact de sa communication en travaillant sur l'expression corporelle, nos gestes et nos postures, mais aussi sur la technique vocale. Le travail régulier, la technique, associée à l'expérience, qui nous parle de notre confiance en nous-mêmes, la confiance en soi, permettent de maximiser la communication verbale et non verbale. L'affirmation de soi procède généralement de la maîtrise de soi. Pour qu'un message soit bien reçu, il est important qu'il soit soutenu par quoi? Eh bien, par une bonne gestuelle. Une expression du visage adaptée. Une tonalité de la voix mesurée. Un rythme de l'élocution soutenu et entrecoupé par des silences appropriés. Une bonne posture, une tenue vestimentaire de circonstance et une bonne hygiène,
L'odeur est importante, le rasage aussi, la coiffure aussi. Plein de détails qu'il ne faut pas négliger. C'est cette habile association du verbal et du non-verbal qui renforce le message, lui donne son volume, sa marque émotionnelle, son importance. Comment fonctionne la communication non-verbale? La communication non-verbale transite par de nombreux signes que nous renvoyons à notre interlocuteur au fil d'une conversation. Certains de ces signes peuvent être améliorés alors que d'autres auront tendance à s'exprimer de façon inconsciente, comme passer sa main dans les cheveux, se gratter le nez, regarder ses mains. Il est en tout cas possible d'atténuer certains signes non-verbaux que je qualifierais de négatifs en adoptant des signes non-verbaux plutôt positifs. S'il est vrai par exemple que le rire, la joie et les larmes, qui nous parlent de la douleur, sont les expressions les plus universelles du langage non-verbal, il est cependant important de savoir que les signes non-verbaux peuvent varier de façon importante en fonction de plusieurs critères. Notez-les, par exemple, le pays où l'on se trouve, la culture d'une personne, son éducation, mais aussi sa religion. Voyons d'autres éléments de la communication non-verbale, comme par exemple le silence. Eh oui, le silence. Nous aurions tort de penser qu'il n'y a plus de communication lorsqu'une personne garde le silence. La femme de lettres et académicienne belge Marguerite Yourcenar a écrit « Le silence est fait de paroles que l'on n'a pas dites. Le silence est fait de paroles que l'on n'a pas dites. » Le silence, il sert à exprimer de nombreux sentiments, comme par exemple la désapprobation, l'ennui, l'indifférence, le mépris, mais aussi la réflexion, l'écoute, la complicité, mais aussi parfois la douleur. Ainsi, chaque silence est porteur d'un sentiment qu'il convient de bien identifier. Pourquoi est-il ou est-elle silencieux, silencieuse? Le romancier Marcel Arlan a déclaré « Que ferait un conteur s'il ne trouvait parfois un peu d'appui dans le silence ?» Le paralangage. Les associés Robbins et Langton, spécialistes en communication fondamentale, définissent le paralangage de cette manière. Ils disent « c'est l'utilisation d'une certaine façon de parler pour communiquer des significations particulières ». Le paralangage désigne les formes de langage, les gestes, qui ne sont pas de nature linguistique, mais qui accompagnent souvent l'expression orale. Il va donc au-delà des mots que l'on entend. Il inclut différents éléments qui entrent en compte dans la façon de communiquer, comme le timbre et le volume de la voix, le rythme des mots, les silences, les gestes, sans oublier, bien entendu, le contexte. Les gestes et les attitudes. La gestuelle se manifeste par différentes postures. Oui, d'une certaine manière, notre corps parle, comme par exemple, regardez, comme balancer la tête d'avant en arrière, c'est une certaine approbation. Dandiner de la tête de gauche à droite, un certain scepticisme. Serrer les poings, chercher à maîtriser sa colère. Ronger ses ongles nous parle, bien entendu, du stress. Mettre une main sur l'épaule de quelqu'un, c'est un signe de paix, mais aussi d'apaisement. Et puis, frotter ses mains, ça peut être un signe d'impatience ou d'angoisse. Mettre ses mains sur sa bouche, sur ses oreilles ou sur sa tête, c'est le sentiment d'avoir fait une gaffe. Mettre aussi ses mains sur ses yeux, c'est le sentiment d'être dépassé par la situation. Froncer les sourcils nous parle d'agacement, d'énervement. Dans certaines circonstances où nous sommes stressés, embarrassés, nous adoptons certains gestes qui sont des gestes réflexes, comme le réajustement de la cravate, du stylo dans la poche, de son pantalon, de sa jupe, ou alors on chasse une poussière imaginaire sur le bureau où on essaye d'y remettre sans cesse de l'ordre. On ne sait pas quoi faire de ses mains, alors on croise les bras pour dissimuler son stress. Et puis, dans la vie de tous les jours, certains signes que l'on appelle les signes dits conventionnels sont compris de tous, comme un signe de la main peut servir à dire stop,
inviter quelqu'un à s'approcher, ou alors prendre la parole, dire au revoir. Lorsque nous agitons la main près de notre menton, nous exprimons une certaine lassitude. Oh, la barbe! Lorsque nous passons notre main au-dessus de notre tête, nous exprimons notre ras-le-bol. L'index tendu sert à menacer, à avertir. Le pouce levé permet de dire « ouais, c'est super ». Le battement de main nous sert à manifester notre enthousiasme, à féliciter. Le hochement de tête nous sert à dire oui ou non. Les yeux tournés vers le ciel nous permettent aussi d'exprimer une certaine lassitude. Oh là là, on n'y arrivera jamais. Jean-Pierre Vérin, qui lui est un spécialiste dans le domaine qui a étudié la programmation neurolinguistique, précise que le regard, il parle du regard, il dit « le regard est celui qui est le plus expressif dans un visage ». C'est aussi une source d'information sur le processus de pensée. Souvent, il révèle même un effort de mémoire. Notre visage a cette faculté incroyable d'exprimer nos émotions. On dit souvent d'ailleurs que les yeux sont le miroir de l'âme. Ainsi, il est facile de lire sur le visage d'une personne sa tristesse ou sa joie, sa surprise, son dégoût, sa désapprobation, sa colère, ses craintes. Ces mimiques peuvent renforcer le message, mais elles peuvent aussi le modifier, voire même changer complètement sa signification. Parlons du renforçage d'un message. La main levée avec l'index qui rejoint le pouce pour dire que c'était top, mais aussi pour dire que c'est nul, Qu'est-ce qui va faire la différence? C'est la mimique du visage qui va faire la différence. Il est donc capital de tenir compte de ces signes non-verbaux, qu'ils soient des expressions faciales ou des mouvements corporels, ceci afin d'éviter, dans certaines situations, les malentendus. Le langage de l'apparence existe aussi. Ce langage de l'apparence, il va nous parler de nos vêtements, de nos bijoux, de tous nos accessoires. Notre apparence extérieure est aussi, dans une certaine mesure, le reflet de ce que nous sommes à l'intérieur. La première impression que l'on se fait d'une personne repose souvent sur son apparence, ses vêtements, les objets qu'elle porte, sa coiffure, son maquillage. L'apparence renvoie une certaine image et celle-ci est la somme de toutes ces informations qui sont ensemble projetées. Les vêtements renvoient des informations à plusieurs niveaux. Leur couleur renvoie des informations sur nos goûts, nos émotions, nos sentiments, notre culture. Et les styles sont nombreux. Le style, par exemple, BCBG, Babacool, ou alors le style gothique, businessman. On peut remarquer parfois certains qui affichent le style rap, artiste, clérical, musulman, juif, ou alors tout simplement biker, militaire, rasta, hippie, hip-hop, punk, skinhead. Il y en a tellement. Le style de vêtements qu'une personne porte peut aussi exprimer une certaine séduction. Les décolletés, les mini-jupes, les jeans. Il peut aussi informer sur le statut social, comme le costume qui nous parle peut-être du cadre en entreprise ou alors d'un employé d'administration. Le bleu de travail, qui tout simplement nous parle du milieu ouvrier, artisanal. Et puis il y a les accessoires. Les objets qu'une personne porte sur elle, que ce soit une montre, des bijoux, un sac à main, je pense même les chaussures, un chapeau ou une casquette sont autant d'informations sur la personne elle-même, sur ses goûts, ses pôles d'intérêt, son niveau de vie, sa culture. Il y a aussi le toucher. L'usage du toucher varie en fonction des sociétés et des cultures. Dans nos sociétés occidentales, son usage est très limité, réservé principalement aux personnes qui ont une certaine intimité. Hors du cadre intime, tel un rituel, le toucher marque la volonté de communiquer avec une personne, de lui montrer du respect ou exprimer des remerciements. On serre la main d'une personne avec laquelle on va parler ou avec laquelle on a eu un temps de discussion. Mais attention, dans certaines cultures, serrer la main n'aura aucun sens. Il sera préférable, tout simplement, de s'incliner. Et oui, la communication non verbale a aussi son importance. Pensons-y quand nous discutons, quand nous rendons témoignage. Notre corps parle autant que nos paroles. Apprenons à garder la bonne attitude. Que Dieu vous bénisse.